Oups. C'était sûr que ça allait arriver ça. Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselle du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul où je ne suis même pas sûre d'avoir mis tous les livres que j'ai achetés en mars. J'ai craqué. Il y a eu un nombre de sorties là en mars et encore là actuellement en avril. C'est catastrophique. Je pense que celui d'avril sera sympathique aussi. Bref, on va commencer le massacre tout de suite. J'ai acheté beaucoup de livres, beaucoup trop de livres. Donc pour bien célébrer le début du mois de mars et l'arrivée du printemps, j'ai acheté des paras. J'ai acheté Le Prieuré de l'Oranger en version draconique et Un jour de nuit tombée, c'est comme ça qu'il s'appelle je crois, oui c'est ça. Donc les deux publiés chez De Saxus et écrits par Samantha Shannon. On est sur des gros bébés hein, concrètement. C'est quelque chose. J'ai pas encore ouvert Un jour de nuit tombée, je l'ai laissé sous blister, mais Le Prieuré de l'Oranger. Regardez cet intérieur. Bon voilà, je veux dire... petite carte. Je veux dire, il y a un moment, quand il y a des beautés pareilles, comment voulez-vous qu'on ne craque pas? Ce serait inhumain. Je vais faire un résumé pourri si je vous l'improvise, donc je vais vous le lire. J'essaierai pas trop le faire pendant la vidéo. Donc, la maison Béretnet règne sur Linis depuis près de 1000 ans. La reine Sabran IX, qui rechigne à se marier, doit absolument donner naissance à une héritière pour protéger son rénome de la destruction. Mais des assassins se rapprochent d'elle. Béate Durian est une marginale à la cour. Servante de la reine en apparence, elle appartient à une société secrète de mages. Sa mission est de protéger Sabran à tout prix, même si l'usage d'une magie interdite s'impose pour cela. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir une dragonnière et chevaucher les plus impressionnantes créatures que le monde ait connues. Elle va cependant devoir faire un choix qui pourrait bouleverser son existence. Pendant que l'Est et l'Ouest continuent de se diviser un peu plus chaque jour, les sombres forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Bientôt, l'humanité devra s'unir si elle veut survivre à la plus grande des menaces. J'ai hâte de lire parce que vraiment il a l'air bien. J'ai acheté le tome 2 de Fable. Quand je l'ai acheté, je n'avais pas encore lu le tome 1, mais je le voulais absolument en édition reliée puisque j'avais le tome 1 en édition reliée et puis franchement, je sais pas si je l'ai fait comme Nicolas. On peut faire ça? Est-ce que c'est pas trop stylé? En vrai, ah oui, c'est stylé, c'est stylé. Depuis, je les ai lus tous les deux. Donc, je vais pas vous parler de ce que raconte le tome 2, hein. Ce sera un peu embêtant si vous n'avez pas lu le 1. Mais je vais vous parler de ce que raconte le tome 1. Donc, dans le tome 1, on suit l'histoire de Fable. Voilà. C'est la fille du plus puissant marchand de la mer des Goulets. Ok, jusque là vous suivez. Sauf que personne ne sait que c'est sa fille, parce qu'il a jamais dit qu'il avait une fille. Et surtout, bah, son gentil petit papounet, quand la mère de Fable est morte, bah, il l'a abandonné sur l'île de Géval. L'île de Géval qui est un endroit super sympathique, peuplé de criminels, de meurtriers, de voleurs. Tout ça, hein, c'est très chouette. Très bonne ambiance, merci papa, on adore. Il lui a promis que si elle parvenait à quitter cette île par ses propres moyens et à le retrouver, elle pourrait lui réclamer son héritage. Elle veut à tout prix en fait rejoindre voilà, le continent et du coup le comptoir commercial de son père pour lui montrer en fait qu'elle est digne d'être de lui et digne d'être son héritière. Voilà. Donc non seulement elle se fait abandonner par son père, je vous ai pas dit, en la laissant sur l'île, il l'a scarifiée aussi. Voilà. Donc il l'abandonne sur une île entourée de gens pas très recommandables, il la scarifie, mais elle n'a qu'une idée en tête, c'est le rendre fier. C'est genre t'inquiète papa, j'arrive. En attendant de pouvoir le rejoindre, ben en fait elle subsiste comme elle peut. Hein. Grâce à ses talents de plongeuse, elle récupère des gemmes au fond de l'eau qu'elle revend ensuite à des navires marchands et en fait surtout à un seul navire marchand, le Marigold, dont le capitaine est West. Conator West. Et au fur et à mesure, donc elle tisse entre guillemets une relation commerciale hein, en fait avec entre guillemets, elle tisse une relation commerciale avec West.
Et il va finir, à force qu'elle insiste, etc., par accepter de l'emmener si elle réunit assez d'argent, etc. Ce qu'elle finit par faire. Et il accepte en fait de l'emmener pour traverser jusqu'au continent pour qu'elle puisse enfin retrouver son papounet chéri. Et une fois à bord, la traversée, ça va pas être tout à fait ce à quoi elle s'attendait en embarquant à bord du Marigold. Le tome 1 se termine sur un sacré cliffhanger. Je sais jamais si on dit cliffhanger, on va dire cliffhanger, ça fait comme ça. Donc j'étais bien contente d'avoir le tome 2 à dispo pour pouvoir enchaîner directement. La lecture est fluide. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait on parle de... Enfin c'est un livre du coup où toute l'action se passe quasiment... Enfin, la grande majorité des livres se passe sur la mer, donc sur le bateau et tout ça. Et il y a beaucoup de termes de navigation, beaucoup de termes techniques autour des bateaux et tout ça qui sont employés. Donc on est vraiment plongé dans l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était chouette et du coup bien travaillé de ce côté-là. L'intrigue est plutôt sympathique. Il se passe toujours quelque chose, même si en même temps c'est pas en rythme effréné. La plume est fluide, la plume est agréable, franchement vraiment je vous recommande. On est sur une héroïne plutôt badass qui a appris à se débrouiller par elle-même et qui ne veut pas être redevable. Hein, et voilà, qui veut faire les choses par elle-même correctement. Une quête bien travaillée, bien ficelée, je trouve. Et puis voilà, je vous le recommande, lecture très sympathique, la duologie plutôt sympa. Ensuite j'ai acheté Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Mary Orchard, publié aux éditions Casterman. Donc celui-ci aussi je l'ai lu, on n'est pas sur un coup de cœur mais c'était une histoire sympa. Ensuite du coup Agathe qui est une jeune femme de 19 ans en 1898. Ses parents ils ont une seule idée en tête, c'est la marier, comme pour la plupart finalement des jeunes femmes à cette époque là encore. Le truc c'est que Agathe elle n'entend pas trop de cette oreille, les bals mondains elle en a un peu rien à faire, les prétendants qui sont venus lui, comment dire, lui demander sa main tout simplement, elle leur a juste dit non, je veux pas. Elle les a juste rejetés et en fait elle ne vit que pour l'astrophysique, elle est passionnée d'astrophysique, sauf qu'elle est dans un monde, dans une époque en fait où les femmes c'est pour marier, faire les gosses, s'occuper de la maison, et la science tu laisses ça aux hommes. Bon, non, Agathe elle n'est pas d'accord et Agathe elle a un sacré talent pour ça. Elle est très instruite et très intelligente. Elle a pu développer sa passion grâce à sa gouvernante qui l'emmène en cachette, à la bibliothèque. Et voilà, en fait Agathe elle veut juste pas rentrer dans ce moule de la petite femme qui est faite pour se marier, pour tenir sa maison finalement. Hein, voilà. Les parents d'Agathe déménagent, partent de Londres et viennent s'installer dans la propriété voisine du Bloomstone Manor, qui est occupée par l'excentrique Lord Nathanael Stone, excusez-moi, qui va un jour inviter donc ses voisins à prendre le thé chez lui, et du coup il va rencontrer Agathe et à partir de là cet excentrique voisin va faire changer la vie d'Agathe du tout au tout. Parce que loin de la décourager de sa passion, en fait il va l'encourager, ce qui ne sera pas vu d'un très bon oeil par tout le monde. Donc voilà, ça parle en fait de l'intégration d'une femme au monde de la science. Fin 19e, début 20e siècle, et c'était plutôt bien fait, une histoire plutôt sympathique, voilà, c'est très fluide. Encore une fois on n'est pas sur un coup de cœur, mais une histoire sympathique que je vous recommande. J'ai acheté celui-ci, donc La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié aux éditions Big Bang. Donc là, encore une fois c'est Chloé Superficielle qui a parlé quand je l'ai acheté. Regardez cette beauté, c'est un bac. Regardez ça. Donc je ne l'ai pas lu, je vais vous lire le résumé parce que je sais plus exactement de quoi ça parle. Voilà. Donc, le Hala, créature mythique, a refait son apparition.
la glorieuse chasse du croissant va se lancer. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres, et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste, à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule, dans cette maison branlante, emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait, lui aussi, ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Ça a l'air plutôt très sympathique et voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Ashes Falling for the Sky et du coup le tome compagnon, le préquel Just Wanna Be Your Brother de Mathieu Guibé et Eileen Gorman, publié chez Albin Michel, je crois, oui c'est ça. J'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé. On m'a dit que le tome 2 était mieux, mais surtout on m'a dit que le tome 2, enfin, le tome 2 allait me faire pleurer bien. J'ai pas pleuré pour le tome 1, même s'il y a eu des moments où c'était limite. Et voilà, j'ai hâte de continuer l'histoire parce que la fin du tome 1 très violent. Et j'ai aussi du coup pris, pour compléter la série, donc le tome qui parle de l'histoire de Ash et Zach, qui, de ce que j'ai cru comprendre, est encore plus chialax que les autres, donc ça va être super. Ensuite, je me suis pris Light Lark en version relié collector. Tac, il est encore sous blister. Je sais pas si ça se voit, oui, si ça se voit. Encore une fois, regardez-moi cette beauté. C'est donc le tome 1 de la saga, ça a été écrit par Alex Aster et publié en France aux éditions Lumen. Il existe aussi en brochet, la couverture est complètement différente et j'ai hésité entre les deux parce que je trouve aussi que la version brochet, la couverture était très belle. Mais bon, très difficile de résister à ça quand même. À cette beauté, j'ai très hâte de le lire. Je pense que je vais lire H2 là et que ce sera le prochain sur la liste. J'en ai entendu que du bien et vu ce qu'on m'en a dit et vu comme il m'a été décrit, je pense que sans trop m'avancer que ce sera un coup de cœur. On verra. En gros, le pitch c'est que tous les 100 ans, l'île de Light Lark réapparaît pour accueillir une compétition à laquelle participent les souverains des 6 royaumes. Cette compétition, c'est la seule chance d'éventuellement lever la malédiction qui s'est abattue sur les différents royaumes il y a maintenant 5 siècles. Le seul truc, la petite subtilité dans l'histoire, c'est que pour réussir à lever la malédiction, l'un des souverains doit mourir. Voilà. Donc ça c'est le pitch. J'ai vraiment trop hâte de le lire, je sens bien la petite ambiance politique slash Hunger Games. J'imagine qu'il y a un petit peu de... une petite histoire d'amour qui s'est glissée là-dedans, je ne sais pas. En tout cas ça a l'air super. Donc j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, on arrive au dernier que j'ai acheté le dernier jour de mars, parce que si je me trompe pas il est sorti le 30. C'était 1 30 ou le 31. Il est sorti fin mars. Là c'est le 30, bref. Je me suis pris la carte des confins, la destinée de l'Avalon, donc le préquel de la duologie de la carte des confins, écrit par Marie Replin et publié aux éditions PKJ. Je l'ai lu, celui-ci. J'avais beaucoup aimé déjà la duologie initiale et du coup j'avais hâte de découvrir un petit peu plus l'équipage de l'Avalon avant que Kali ne vienne mettre son nez dedans et on voit tout valser comme... voilà. Comme... enfin, comment dire, pas tout valser, mais elle est un peu rentrée là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Tout boiré, quoi. Ici donc le livre est découpé en plusieurs parties qui traitent un petit peu de chacun des personnages
Il y a une première grosse partie qui est consacrée au personnage de Bold, qui est un de mes personnages préférés de la saga initiale. Et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce qu'il a amené à se tourner vers la piraterie et comment est-ce qu'il a rejoint l'équipage de la Valonne finalement. Hein. On découvre son histoire, comment il était avant, dans sa jeunesse finalement, à peu près à l'âge de Blake dans la carte des confins. Donc plutôt très chouette. Ensuite on va retrouver l'histoire des différents membres de l'équipage, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, donc Glenn, enfin les différents membres, pas tout l'équipage du coup mais les principaux, ceux qu'on connaît le plus au travers de la duologie. Donc on parle de Glenn, de Doc, de Hal, comment est-ce qu'ils sont arrivés à bord de la Valonne, et bien sûr on parle aussi de Blake, de son enfance, de son adolescence et de comment s'est passé son ascension vers le poste de capitaine de la Valonne, comment est-ce qu'il est arrivé là. Voilà, j'ai beaucoup aimé, franchement c'était chouette, et de découvrir un peu plus les personnages. Parce qu'en plus ce qui est cool c'est que on se met du point de vue des personnages qui nous racontent entre guillemets leur histoire. Donc c'était plutôt chouette, plutôt bien fait. Et le truc c'est que maintenant j'ai bien envie de me refaire la saga, de me refaire la duologie de la carte des confins au regard de tout ça. Voilà. J'ai eu la larme à l'œil. Oh non, en fait j'ai carrément la larme qui a goulé en fait à certains moments. J'étais pas très contente à certains moments, je dois bien avouer. Mais voilà, c'était une bonne lecture, je suis contente de l'avoir acheté et de l'avoir juste d'avoir complété ma collection de la carte des confins, du coup d'avoir les 3 petits de Marie Laclin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai pas oublié de livre, mais je suis pas sûre. En fait, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, la limite est un peu floue entre ce que j'ai acheté en février, ce que j'ai acheté en mars, ce que j'ai acheté en avril. Je sais, c'est sûr que la carte des confins c'est le dernier que j'ai acheté en mars, parce qu'il est sorti fin mars. Mais je crois qu'il faut que je fasse une liste pour être sûre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez, si vous voulez les acheter. Voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à activer les notifications pour être au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. Ciao!